Bonjour à tous. Ici Elsa du blog Ludivici, un blog interactif à portée sociale qui aborde santé mentale, bien-être et ludification. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire? Comment est-ce que ça fonctionne? Et qu'est-ce que c'est que le processus de mémorisation? Donc, c'est toutes des choses qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Donc, la mémoire. On s'entend, vous et moi, qu'on utilise la mémoire, on a de la mémoire. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et si on n'avait pas de mémoire, ben, on ne serait pas capable de se rappeler de ce que je viens de dire et on ne serait pas capable d'encoder l'information, de traiter cette information-là et d'aller les récupérer au bon moment pour notamment entamer une discussion. La mémoire également, et c'est pourquoi j'ai une petite feuille avec des notes, c'est une capacité qui se travaille, qui se solidifie et qui a parfois ses petites lacunes. Donc, en fait, la mémoire, qu'est-ce que c'est? Au-delà d'être quelque chose qu'on a tous sans réellement en prendre conscience et en rendre compte, c'est, dans le fond, différentes parties du cerveau, notamment le lobe frontal qui est juste ici, qui s'occupe en fait de encoder, donc d'aller chercher l'information, l'encoder, la stocker dans notre tête et qui nous permet par la suite d'aller la récupérer pour l'utiliser au bon moment. La mémoire, en fait, c'est ce qui nous permet, de manière très, 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 très simple, c'est ce qui nous permet de nous rappeler. Se rappeler des souvenirs, la fois où est-ce qu'on a été sur le bord de la plage, se rappeler également des informations importantes comme l'adresse, le numéro de téléphone et se rappeler aussi de certaines émotions et expériences de vie pour éviter de reproduire des mauvaises expériences. La mémoire, on dit qu'il y a deux formes de mémoire. La mémoire associative, donc ça, c'est la mémoire qui permet de associer, créer des liens, des relations entre les informations. Et l'autre forme de mémoire qu'on appelle la mémoire reconstructive. Donc, ça le dit, c'est la mémoire qui nous permet d'aller récupérer l'information et de nous rappeler de certaines choses. Donc, il va reconstruire des éléments divers qu'on va avoir intégrés dans différentes parties de notre cerveau, qui va les réorganiser pour pouvoir ensuite la partager. Donc, on associe, on crée des liens, on fait des significations et par la suite, on va récupérer cette information-là et le lien se fait jusqu'à la bouche ou au niveau non verbal pour transmettre l'information. Par la suite, on parle que la mémoire, notamment le processus de mémorisation, est un processus continuellement en reconstruction. Ce qui veut dire, dans le fond, que l'information doit être alimentée et qu'il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, donc que les différentes connexions, les voies neuronales sont constamment flexibles et s'adaptent à notamment les nouvelles informations qu'on va acquérir, notamment au vieillissement qui fait en sorte qu'on perd graduellement la mémoire, ou notamment aux périodes de stress ou de fortes émotions qui vont ébranler notre capacité de mémorisation. Donc, on parle d'une flexibilité et d'une plasticité cérébrale qui est très, très, très présente chez les jeunes enfants, ce qui fait en sorte qu'on utilise souvent l'expression les enfants ont un cerveau en éponge. Donc, ils vont absorber toutes les informations. Et bien sûr, plus qu'on vieillit, plus que la plasticité est moins facile. Puis c'est pour ça qu'on a différents jeux cérébraux qui nous permettent de continuer de travailler les différentes parties de notre cerveau qui sont utiles dans la capacité de mémorisation. La mémoire en tant que telle, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est important de comprendre qu'il y a différentes sortes de mémoire. Donc, il y a trois principales sortes de mémoire. Tout d'abord, la mémoire sensorielle. Pour ceux qui sont un peu familiers avec le concept de sens, on parle des différents sens, le toucher, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe. Bon, il y a différentes formes. On parle aussi parfois à la sensation de force, euh, à la sensibilité des textures, etc. Donc, il y a différents sens et notre cerveau fonctionne dans ce sens, qu'il capte les différents sens et stimuli dans notre environnement. Donc, si je prends un crayon
Mais il y a différents capteurs sur le bout de mes doigts qui viennent capter mon crayon est froid, il est lourd, tu sais, je gratte ici, ben, j'ai un frottement sur le bout de mon pouce, bon, etc. Et ça, bien sûr, l'information est envoyée, va être captée et mémorisée. Donc, vraiment, la mémoire sensorielle, c'est une mémoire de très courte durée qui est en lien avec les sens, nos sens, et qu'est-ce que les différents capteurs de notre corps vont capter comme information. Donc, on parle que ça peut être en millisecondes jusqu'à 2 secondes, gros max. Et après ça, ben, on enregistre comme ça plein d'informations tout au cours de la journée. Évidemment, c'est de courte durée parce que sinon, on deviendrait fou. On aurait beaucoup trop d'informations à mémoriser. On serait constamment en train de réagir et surréagir à différents stimuli. Donc ça, c'est la mémoire sensorielle. Par la suite, on a la mémoire qu'on va appeler la mémoire à court terme. Bon, comme son nom l'indique, c'est une mémoire qui est de courte durée, plus que la mémoire sensorielle, mais quand même d'assez courte durée. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle la mémoire de travail. Donc, c'est une mémoire, dans le fond, qui nous permet de stocker, donc d'encoder, de stocker l'information un peu plus longtemps et qui va nous permettre après ça d'aller récupérer cette information-là, mais dans un temps assez rapproché. Donc, en fait, c'est une mémoire, si je ne me trompe pas, qui se compte plus en journée comme temps et qui a une capacité maximale de 7 informations, 7 items. Bon, si on se rappelle de cette information-là, selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que les numéros de téléphone, ici au Québec, justement, ont 7 chiffres? C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait en sorte que la plupart des cartes contenant des informations importantes, carte de crédit, assurance maladie, etc., ont à peu près 7 chiffres aussi? C'est justement parce qu'on a une capacité à peu près de 7 chiffres ou 7 items. Chez les gens qui ont une très forte mémoire, ça peut aller jusqu'à 10 items. Au-delà de ça, la mémorisation est difficile ou il faut développer des stratégies de mémorisation pour vraiment intégrer l'information. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire à court terme. C'est la mémoire des dates de fête, des prénoms, des numéros de téléphone, etc. Par la suite, et non le moindre, nous avons bien sûr la mémoire à long terme. Donc, on parle d'une mémoire qui peut être illimitée, dans ce sens que c'est de l'information qu'on acquiert de manière un peu plus inconsciente, qu'on acquiert tout au long de notre vie et qui va marquer notre cerveau. Donc, l'encodage et le stockage est beaucoup plus solide, beaucoup plus concret et ça fait en sorte que l'information va rester et va pouvoir être récupérée à plusieurs moments dans notre vie. On parle ici, par exemple, l'emmagasinage, le stockage des informations significatives pour nous. Un événement de vie très marquant, la fête de nos 5 ans, où est-ce qu'il y a eu un clown qui est venu, par exemple. Ou ça peut être aussi le décès de quelqu'un. Ça peut être aussi des informations qu'on a apprises à l'école, des informations comme des dates ou des événements qui nous ont encore une fois marqués. Et là, je nomme bien marqué dans ce sens que pour que l'information soit intégrée, elle doit avoir été considérée comme significative. Donc, dans les différentes formes d'information, ça peut être des mots, ça peut être des valeurs qui nous sont transmises, ça peut être des habiletés comme le respect, ça peut être des habiletés techniques ou motrices qu'on a appris, comme faire du vélo, par exemple. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a mémorisées, mais qu'on a mémorisées dans notre mémoire à long terme. Dans la mémoire à long terme, il y a également la mémoire qu'on appelle explicite ou déclarative et la mémoire non explicite, non qui est implicite et qu'on appelle non déclarative. Donc, la mémoire déclarative, on parle d'une mémoire qui est consciente. Donc, on a fait l'effort mental d'intégrer l'information. Exemple, c'est de l'information verbale, une liste de mots, la table des matières, la table de mathématiques, l'alphabet. Bon. Donc, c'est vraiment qu'on a travaillé à intégrer l'information consciemment dans notre cerveau.
Quand on parle de mémoire à long terme implicite ou non déclarative, c'est une mémoire qui est un peu plus inconsciente à force de répétition, notamment. C'est une mémoire qui est un peu plus motrice, qui ne s'exprime pas avec les mots. Je mets tout à l'heure faire du vélo. Ça peut être aussi apprendre à dire salut. Ça vient naturel, on l'a répété, on l'a vu, on le fait naturellement. Ça peut être aussi un sport qu'on a pratiqué qui devient un peu automatique. Donc ça, c'est la mémoire implicite non déclarative. Au-delà de ça, si on va encore plus loin dans la mémoire à long terme, il y a la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Donc, la mémoire épisodique, c'est une mémoire qui est associée à soi. Donc, on est l'acteur des événements qui se passent. C'est une mémoire qu'on va dire aussi autobiographique, dans le sens que c'est une mémoire qui est associée à soi. La fois où on a été faire du camping, le moment où on a vécu telle émotion joyeuse, tel traumatisme qu'on a vécu. Donc, cette mémoire-là, c'est une mémoire justement qui est très émotionnelle et c'est souvent la mémoire qui part en premier lorsqu'on souffre d'amnésie. La mémoire par la suite sémantique, donc ça, c'est une mémoire qui est pas nécessairement associée à soi. On va parler d'une mémoire qui est un peu plus large. Donc, c'est la mémoire associée aux connaissances. Les connaissances qu'on a apprises à l'école, l'accès rapide à l'information associée à des dates ou des choses qu'on a appris et répétées. C'est aussi la mémoire associée aux règles, les règles civiles, faire son stop, arrêter à une lumière rouge, associée aussi à des informations concrètes, les consignes justement à l'école, les consignes à la maison. Bon, donc, c'est vraiment la mémoire, quand on parle de concepts sémantiques qui sont vraiment associés à un sens ou à des symboles qui peuvent être familiaux, individuels, sociaux, culturels, etc. Et ici, dans la mémoire sémantique, on parle d'une mémoire qui est plus touchée, par exemple, par des troubles neurologiques comme l'Alzheimer. Donc, elle est beaucoup moins touchée par l'amnésie. Elle est moins associée aussi au niveau émotionnel. On parle vraiment plus d'une mémoire d'association et de classification. Donc, c'est différentes formes de mémoire. Puis, c'est sûr que là, bon, je vous lance ça comme ça, mais si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous invite à consulter le site Le cerveau à tous les niveaux. Donc, qui est un site super intéressant pour aller chercher de l'information sur plein de sujets. Également, à tous les niveaux, il y a le niveau jaune, plus facile en surface, le niveau bleu, où est-ce qu'on va creuser un peu plus intermédiaire, puis le niveau rouge, où est-ce que là, on est à fond dans de l'information super universitaire. Mais dans tous les cas, c'est super intéressant. Je mettrai le lien en bas par la suite. Maintenant, ce que j'aimerais explorer avec vous, donc une manière un peu plus concrète de travailler la mémoire, c'est justement des petites techniques de mémorisation. Donc ici, quand on parle de mémoire, je parlais, on va encoder de l'information. Donc, on reçoit un certain stimuli, on encode l'information dans notre cerveau. Ensuite, on va aller le stocker dans une partie de notre cerveau et elle va rester là, elle peut être entretenue ou pas. Et à un moment donné, on va devoir aller récupérer cette information-là pour la communiquer ou pour agir. Donc, en fait, quand on parle de techniques de mémorisation, bon, on parle de techniques qui vont nous aider dans une de ces trois sphères-là, donc soit pour encoder, soit pour stocker ou soit pour récupérer l'information. Des petites techniques comme ça que je peux vous partager. Bon, une qui est très, très simple, que vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est la répétition. Évidemment, parce que la mémoire, des fois, si on entend une seule information et qu'elle est très rapide, effectivement, elle va rentrer par une oreille, sortir par l'autre. Donc ici, c'est important pour bien l'encoder, parfois de la répéter. La répéter, mais aussi la répéter, pas juste dans sa tête, la répéter à voix haute ou la répéter par écrit. Donc, la répéter sous différentes formes. Par écrit, à voix haute, on peut s'enregistrer, se réécouter par la suite. Tout ça, c'est des techniques qui permettent de bien encoder l'information pour ensuite aller la stocker. Donc, on veut vraiment l'entendre partout jusqu'à temps que l'information rentre. Un autre truc, je le nommais, c'est à voix haute.
Le fait de parler à voix haute, c'est qu'on travaille différentes parties de son cerveau. Puis à ce moment-là, c'est plus facile d'aller intégrer l'information. Je parle à voix haute, je fais l'effort cognitif de me rappeler, de faire le lien verbalement d'aller intégrer l'information, de l'écouter. Et encore une fois, par écrit aussi, on a le soutien encore plus visuel. On se donne tous les outils nécessaires pour y arriver. Un autre truc, l'association. L'association entre des mots et des phrases ou des mots et des images, ça permet justement, encore une fois, d'intégrer, d'associer l'information et de la stocker plus facilement. Donc là, ici, on peut, par exemple, associer des thèmes. Bon, j'étudie le développement des oiseaux en Amérique du Nord. Et voilà. Donc, pour me rappeler de certaines choses, je peux avoir directement des images d'oiseaux. Puis, en associant l'image de l'oiseau, je l'associe à une information que je vais pouvoir intégrer. On peut aussi faire l'association avec autre chose. Ça peut être avec des couleurs. Ça peut être une association qui se fait avec des sons. Bon, une association qui se fait avec des mots. Donc, etc. Mais l'important ici, c'est en associant, on se donne le double de chance d'aller encoder correctement l'information et d'aller la récupérer. Je vous avais parlé dernièrement d'un jeu, donc le fameux jeu Kiddy par la compagnie québécoise Jeu Face 4. Et c'est un jeu justement qui travaille assez bien l'association parce que l'objectif du jeu, c'est ça, de faire des associations, de traiter l'information et d'aller le récupérer. Mais disons, il y a un exemple très, très intéressant. Je vais vous le montrer juste ici. Cette magnifique petite image. Donc ici, on voit, c'est une magnifique image de chien. Donc, le chien, non seulement je vois le chien, mais en plus, il est écrit juste ici. Bon, là, c'est en anglais, mais disons-le ici, il est marqué chien. Disons justement que je voudrais, pour un enfant, associer, bien, ça c'est un chien, donc chien, et on fait l'association. Puis disons ici, encore une fois, j'apprends l'anglais, mais en plus, il y a chien, il y a l'image de chien et il y a le mot en anglais, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile d'aller associer l'image, le mot et le mot en anglais, d'associer l'information dans sa tête et d'aller, dans le fond, stocker cette information-là, d'aller la mémoriser pour la reproduire par la suite. Donc ça, c'est des exemples très, très simples que là, bon, pour chien, on s'entend, on fait ça un peu plus avec des enfants, mais ça peut se faire aussi chez les adultes si on étudie, exemple, les différentes architectures au Moyen Âge. On peut associer une image d'un bâtiment avec le nom et pratiquer comme ça dans sa période d'études. En ce sens, un autre truc qui aide beaucoup, c'est notamment d'utiliser des cartons ou ça peut être d'utiliser des post-it et sur ces cartons, d'écrire, par exemple, des questions. Et par la suite, bon, on brasse ces cartons, on pige les cartons au fur et à mesure et on doit répondre aux questions. On peut se faire aussi des listes de réponses avec différents mots et d'associer des mots-clés aux questions et aux réponses. Par exemple, disons que j'aurais une question, bon, encore là, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais j'aurais une question sur les différents styles de bâtiments au Moyen Âge. Et là, j'aurais différents mots et d'associer la question à un mot, associer l'information comme ça. Je pige une autre carte avec une autre question, un autre mot, un choix de réponse en fait, et j'apprends à associer comme ça. Comme ça, quand j'arrive à l'examen, c'est un peu plus facile parce que je me suis déjà posé des questions et j'ai déjà fait des associations dans ma tête avec les réponses. Parfois, c'est la petite coche de plus qui permet d'emmagasiner, encaisser, de stocker, bon, tous ces synonymes-là, l'information et ce qui rend ça plus facile lors d'un examen, par exemple. Je parle d'examen, c'est que notre méthode d'étude, par exemple, va avoir un impact. Si j'étudie juste en répétant ou en apprenant par cœur, on ne fait pas le travail cognitif de stockage. Tandis que si je me pose des questions, comme ça va être à l'examen, ça va être plus facile pour moi dans l'examen d'aller récupérer l'information. Donc, si on utilise une méthode de mémorisation qui ressemble à la situation dans laquelle je vais devoir remémorer l'information, ça devient plus facile d'aller récupérer cette information-là. C'est pour ça que parfois, dans certaines situations, on ne se souvient pas, on a des blancs.
Puis quand on est dans une situation similaire au moment où est-ce qu'on a appris l'information, là, on va s'en rappeler. Disons que j'ai appris une information, j'étais avec un groupe d'amis, puis là, j'ai appris une information sur, je ne sais pas moi, la musique, sur un groupe de musique. Et là, je m'en rappelle. Puis plus tard, j'ai un souper de famille, puis je ne m'en rappelle pas. Et plus tard, je retourne avec un groupe d'amis et hop, c'est une ambiance similaire. Il y a à peu près les mêmes amis. Et là, je vais me rappeler l'information. Parce que l'environnement est similaire, ce qui va venir déclencher un peu plus la récupération de l'information. Encore dans les techniques, j'en ai plein à vous présenter. Quelque chose qui aide beaucoup, c'est de prendre un moment de pause après avoir appris une information importante. Pourquoi? Parce que quand je prends un moment de pause, je suis en train de m'ancrer dans le moment présent et je prends le temps vraiment d'aller stocker l'information. Un moment de pause, ce n'est pas nécessairement un 30 minutes, ça peut être un 10 secondes, mais juste où est-ce que je porte attention à l'enregistrement et le stockage de l'information dans ma tête. OK, fait que son nom, c'est bien Alex. OK, Alex, c'est bon, l'information est stockée, je vais pouvoir la récupérer. Tandis qu'exemple, dans un événement social, quand tout le monde nous dit des noms puis qu'on ne prend pas le temps de prendre des pauses, à un moment donné, on ne se souvient plus qui est qui, puis on est tout confus là-dedans. Donc, l'importance de prendre des pauses. On donne un peu de repos à notre cerveau. Enfin, créer des liens. J'en parlais un peu tout à l'heure, mais créer des liens entre l'objet et l'information. Donc, justement, j'associe, ah oui, telle personne, Alex, ah ouais, c'est le party à tel endroit. OK. Donc, ah oui, chien, c'est l'animal sur la carte. Ah oui, c'était dog. OK. Donc, on fait des liens associatifs, encore une fois, entre l'objet et un mot ou une information. Ça peut être la même chose qui se fait de manière un peu automatique entre j'ai mis ma main sur un rond quand j'étais jeune, j'ai senti que ça faisait mal, j'ai retenu que rond, rouge égale brûlé, égale mal, égale je me rappelle que j'y touche pas. Mais parfois, dans d'autres situations, c'est un peu moins instinctif, puis on a besoin de travailler cette mémoire-là. Enfin, on peut faire aussi des schémas mentaux. Les schémas mentaux, il y a différentes sortes qu'on peut faire. Ça peut être des cartographies, ça peut être un arbre d'informations. Donc, il y a un élément central avec tel élément apporte tel élément, etc. Donc, par exemple, je pars du mot chien. Allons-y avec le chien. Bon, le mot chien. Le mot chien, ben, c'est par exemple un animal. OK, c'est un animal, mais c'est un canin. Bon, OK, là, ça fait associer à telle chose. Le chien, ben, il peut être brun. OK, mais il peut être blanc. Bon, on n'est pas avec couleur, par exemple. On a les différentes couleurs. Donc, il y a différentes cartes, schémas mentaux qu'on peut faire, arbres de réflexion. Bon, là, je nomme un comme ça, j'ai mélangé différents concepts, mais l'important, en fait, c'est de visuellement décortiquer l'information puis de favoriser les liens qui peuvent être faits entre les informations. Bon, je me mets les cartes d'études, ça c'est autre chose. Et un autre élément, bien sûr, c'est l'intégration successive de l'information. Notre cerveau reste un muscle qui parfois manque d'énergie. Donc, c'est important aussi de le ménager, comme tout muscle, de l'étirer, de l'échauffer, etc. Puis, ben, il y a aussi ses capacités limites. C'est pas associé nécessairement ici je parle pas ici d'intelligence ou autre, on parle vraiment juste que ben, notre cerveau s'épuise. Puis à un moment donné, quand on le bombarde d'informations, une après l'autre comme ça, sans stop ou sans prendre le temps justement de bien l'intégrer, ben, à un moment donné, il est juste saturé, puis l'information fait juste plus rentrer. C'est notamment pour ça que à l'école, les cours sont d'1 heure et quart, que rendu au cégep ou rendu à l'université, bien, les cours sont de 3 heures, mais il y a toujours idéalement une pause à peu près après 1 heure et quart, une pause de 15-20 minutes, parce qu'on a besoin de penser à autre chose, faire un stop avant d'intégrer la nouvelle information. Donc ici, dernier petit truc que je peux vous partager, c'est de faire une intégration successive et de s'assurer avant d'empiler en fait l'information,
s'assurer que la première information, elle est bien acquise, intégrée, stockée avant d'en rajouter. C'est pour ça notamment qu'on étudie étape par étape. C'est dans le fond, section par section à l'école. C'est notamment comme ça aussi qu'on arrive à bien intégrer l'information dans notre mémoire à long terme. Une petite information que je veux vous partager, c'est le site de l'Université Laval qui a vraiment créé des ressources super intéressantes pour tout ce qui est la mémorisation. On a notamment le site ici, les clés web à être Université Laval sur la mémorisation. Ça tombe-tu bien? Ils ont créé un atelier virtuel pour mémoriser de manière plus efficace. Donc ici, dans le fond, vous pouvez commencer. Et là, selon votre problématique ou la situation actuelle, vous pouvez cliquer mise en situation, étape suivante. Et dans le fond, étape par étape, vous avez un peu des faits, vous allez avoir de l'information, en fait, comme l'information que je viens de vous transmettre. Vous allez avoir différentes petites activités et différentes petites techniques pour arriver à favoriser votre mémorisation. Également, sur le même site, dans l'Université Laval, il y a de l'information ici un peu plus théorique sur la mémorisation. Donc, si vous voulez de l'information un peu plus en détail que ce que j'ai nommé, il y a différentes ressources et informations sur ce site que j'ai trouvé très intéressant. Et voilà, donc c'était ma petite présentation sur la mémoire, les différentes techniques de mémorisation, processus MÉSIC. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez, comme moi, une petite mémoire de poisson, il faudrait effectivement que je mette les techniques un peu plus en pratique. Dans tous les cas, je vais vous indiquer aussi les liens où j'ai été chercher l'information là-dessus. Et j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne après-midi, une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir!